À 3 grosses semaines de l'élection présidentielle américaine, les investisseurs, notamment américains, ont-ils déjà fait leur choix? Quel candidat a le programme le plus favorable à Wall Street? Réponse avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, ils nous disent quoi là, les sondages là, à quelques semaines, voilà, à 3 grosses semaines? Ils disent que c'est très serré, je crois, hein, entre Kamala Harris et Donald Trump. Oui, alors il faut faire bien évidemment attention aux sondages, mais il y a un sondage qui me semble assez intéressant. Alors ils veulent rien dire en termes de finalité, mais le dernier sondage qui vient de tomber, qui est de Rasmussen Report, qui prend les mêmes critères de participation que lors de l'élection de 2020, eh bien on voit ici que selon ce sondage, vous avez Donald Trump qui maintient une avance de 2 points sur Kamala Harris pour la 5e semaine consécutive, avec 48 contre 46%. C'est assez intéressant de voir que c'est depuis le retrait de Joe Biden en juillet que Donald Trump serait en avance, alors une avance qui se réduit, et malgré les efforts très importants de Kamala Harris, qui n'a pour l'instant, toujours selon ce sondage, pas réussi à gagner l'élan tant attendu. Et on voit aussi ici que dans les États clés qu'on appelle swing state, où on a une partie extrêmement serrée où Donald Trump est légèrement en avance. Mais je répète une énième fois, ce ne sont que des sondages. Bon, il y a les sondages pour la Maison-Blanche et des sondages aussi pour le Sénat et la Chambre des représentants, c'est important aussi, hein. Ouais, très très important et surtout qu'on pourrait avoir une double inversion historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon les sondages, on voit que les républicains sont en bonne position pour reprendre le contrôle du Sénat, ce qui non plus, c'est les démocrates, tandis que les démocrates pourraient reprendre la majorité à la Chambre des représentants, qui aujourd'hui est républicaine. Donc on voit que c'est une situation complètement inédite si elle devait avoir lieu et qui pourrait potentiellement ajouter à la complexité pour le nouveau gouvernement qui serait en place à partir de janvier, mais qui serait normalement voté le 5 novembre au soir. Bon, il y a beaucoup de promesses d'engagement en matière de fiscalité qui ont été faites par les deux candidats. Le meilleur programme pour la bourse américaine, c'est celui de Trump ou c'est celui de Kamala Harris? Sur Alors, l'économie, les finances, la fiscalité, les Alors, entreprises. c'est une très bonne question et en fait, ça va très sincèrement, et si on regarde, et j'aime bien parler de l'histoire, et si on regarde ce qui s'est passé par le passé, la meilleure solution pour la bourse américaine, c'est que vous ayez, la meilleure option, c'est que vous ayez un congrès divisé, avec d'un côté un parti qui contrôle le Sénat et d'un autre côté, vous avez un autre parti qui contrôle la Chambre. Et historiquement, le S&P 500, lorsque vous avez cette division, eh bien, a un gain moyen sur une année de 17%. Donc, c'est mieux que la moyenne historique qui est plus ou moins de 10%. Et puis, il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, parce que vous avez un gouvernement qui est divisé, qui réduit généralement le risque de perturbations politiques majeures, voire notamment des hausses d'impôts plus importantes que voudrait notamment Kamala Harris. Et ça créerait un certain blocage pour les investissements qui seraient massifs par la suite et qui pourraient potentiellement augmenter le déficit. En parlant de déficit, je vous rappelle quand même que cette semaine, on a eu un groupe indépendant qui a essayé de chiffrer les programmes dont on parle de Kamala Harris et de Donald Trump. Et on voit qu'en termes de déficit sur les 10 prochaines années, une prévision, on voit que le programme de Kamala Harris pourrait gonfler le déficit de 3 500 milliards de dollars, alors que celui de Donald Trump est plus proche des 7 000 milliards de dollars. Donc, en termes de déficit, eh bien, c'est le programme de Donald Trump qui coûterait beaucoup plus cher. Et d'un autre côté, eh bien, on voit que le programme de Kamala Harris pourrait potentiellement, eh bien, avoir un moindre impact sur le déficit, mais peut-être moins aussi sur la croissance. Bon, pour qui vote le Standard & Poor's 500 au moment où on se parle? Alors, c'est aussi une très bonne question parce que vous avez l'agence Bloomberg qui a sorti une statistique absolument incroyable et qui note que depuis 1984,
si vous avez le parti sortant, c'est-à-dire le parti démocrate, qui se représente, et que le S&P 500, entre le début août et la fin octobre, a un rendement positif, eh bien, dans 100% des cas, ce parti gagne. Alors on y est aujourd'hui, non? Alors, on est à plus 6% aujourd'hui depuis le début août. Alors, on n'est pas encore à la fin octobre, mais toujours selon cette théorie, pour que Donald Trump gagne, eh bien, il faudrait que le S&P 500, d'ici à 2 semaines et demie, eh bien, perde près de 6%. Ça paraît faisable, mais c'est assez difficile à croire dans le momentum qu'on a. Bon, vous me direz, on a les résultats des entreprises qui commencent aux États-Unis, c'est quelquefois des excuses pour prendre des profits. On sait qu'on a un peu plus de volatilité, etc. Mais c'est assez intéressant de noter que historiquement, on a un lien direct ou lointain entre l'évolution des marchés boursiers et le prochain vainqueur qui va rentrer à la Maison-Blanche. Historiquement, John, comment évoluent les actifs, les grandes classes d'actifs, à un mois de l'élection présidentielle? C'est assez intéressant de noter parce que généralement, le S&P 500 se replie au mois d'octobre. Juste avant l'élection. Et ça, c'est dû à plusieurs phénomènes. Déjà, bien évidemment, toute l'anxiété croissante que suscite l'élection présidentielle. On sait que de nouvelles mesures et de nouvelles annonces qui ne seraient pas pro-Wall Street, eh bien, ont par le passé un impact négatif sur le S&P 500. Et donc, ce qu'on pourrait logiquement s'attendre, alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on va baisser des fameux 6% qui pourraient faire gagner Donald Trump selon la théorie, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est très certainement dans une situation où on pourrait avoir ici une prise de bénéfices assez conséquente ces 2 semaines et demie qui vont suivre pour plein de raisons, que ce soit géopolitique, on l'a dit, microéconomique, monétaire, etc., qui donneraient l'occasion aux investisseurs de prendre des profits après la performance extraordinaire qu'on a sur le S&P depuis le début de l'année, qui est plus de 20%. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, ce serait une bonne excuse, je dirais. C'est une année particulière. Tout ce qu'on a dit là, historiquement, c'est très intéressant de regarder le rétroviseur, mais c'est une année qui est très, très spéciale. C'est une année absolument incroyable et extraordinaire dans le sens littéral du terme. On a quand même un des candidats qui a eu 2 tentatives d'assassinat sur lui. On a le président qui voulait revenir dans la course ou venir dans la course, continuer son mandat. Joe Biden qui se retire. On a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui est mis sous le feu de la lumière immédiatement. Et puis, donc si on regarde par le passé, c'est assez compliqué de comparer, bien évidemment. Et on voit en 1968, c'était un peu la même chose, bon, sans les tentatives d'assassinat. Et malgré le chaos en 1968, eh bien, on avait vu le S&P 500 qui avait quand même enregistré des gains assez importants. Donc, faut faire très attention, évidemment. Alors, à chaque fois que je parle de statistiques historiques, évidemment, ça va pas se répliquer, mais ça peut nous donner une base. Mais là, cette année, effectivement, ça paraît un peu fou. Il y a tellement de choses qui se sont passées en si peu de temps que, évidemment, on pourrait se retrouver le 5 novembre avec aucun vainqueur et qu'on soit obligé d'attendre jusqu'à janvier pour déterminer qui sera le ou la prochaine présidente américaine, parce qu'on peut avoir des recomptes de votes, etc., etc. On avait déjà eu ça notamment avec George Bush et Al Gore, oui. En l'an 2000. Et ça avait laissé des traces. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau, en duplex avec nous depuis Genève. Merci John, salut. Bon week-end. Ciao.